Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode d'Océanos, un épisode un peu particulier puisqu'avec nous vous allez redécouvrir certains de nos longs formats sous forme de best-of. Et quoi de mieux pour commencer ce best-of que Lalou Rouquayrol et Quentin Vlaminck qui rentrent de la Jacques Vabre, c'est tout de suite. Salut, ça va bien? Bah ouais. Juste un petit briefing pour... Ouais, ça marche. C'est ça que tu peux mettre là, le ciel? On a refait 5 mois je crois de R&D donc derrière quand même pour caractériser les matériaux, leur structure, etc. Mais c'est suite à cette pièce-là qu'on s'est dit, punaise, on peut construire donc un bateau avec ces matériaux, et donc un bateau qui soit un bateau de compétition donc à équité avec un bateau donc thermodur et qui soit 100% cyclable. C'est là que tu t'es dit on a le bon coup. Tiens le bon coup, faut pas le lâcher. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Que là, là, sur le mini, on avait quand même vraiment défriché les histoires, tu vois, donc on savait à peu près où on allait et qu'il y avait une vraie possibilité. Mais là, avec ça, voilà, là, ça nous a vraiment convaincu. Et là, en fait, tout le roof, là, tu prends le roof à 100%, il est 100% cyclable. Enfin, on va être à 98 parce qu'en fait, il y a la laque dessus, c'est la polyuréthane. Donc qui elle partira donc à l'amalgame, mais sinon donc le PMMA, donc les plexis en fait ils sont pas des plexis, c'est du shield up. Le shield up, les cols mis en œuvre, donc tous les adhésifs mis en œuvre, la mousse, le sandwich, donc la fibre, c'est du 100% cyclable. Ça c'est une vraie grosse évolution. On va y aller Quand tu veux. Donc on est sur Arkema 4. Effectivement, là c'est l'endroit où on manœuvre l'ensemble du bateau. Donc tout revient là, il n'y a plus rien sur le pont. On a beaucoup travaillé sur ce bateau, donc sur Arkema 4, on a beaucoup travaillé sur l'aéro, sur le plan aérodynamique. Donc il y a des zones, tu vois, no step comme sur les avions, donc sur lesquels on marche pas, donc qui sont vraiment des profils, des profils d'ailes complets. Et donc toutes les manœuvres passent à l'intérieur donc d'un espèce de carénage qui est rapporté sur la coque en elle-même. Et tout ressort donc ici. Et donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir l'ensemble des manœuvres pour régler le bateau en vitesse, pour le régler en direction, mais aussi tu vois, donc on a l'électronique à bord, donc qui nous permet de faire les routes et autres routages. Voilà, tout se fait vraiment d'ici, quoi. On dort ici, on mange ici. Je te passe les détails, mais ça se fait aussi. En fait, on descend très peu dans la coque centrale. J'ai commencé tout de suite par la Mini Transat, j'avais 20 ans et j'ai eu la chance d'avoir un partenaire. Et donc derrière, j'ai pu vivre de mon métier. En tous les cas, je me suis débrouillé donc, pour pouvoir vivre de mon métier, soit comme équipier, soit comme skipper, soit comme préparateur. Voilà. Mais donc j'ai toujours pu vivre quelque part donc, du métier que j'ai fait. Pour un jeune aujourd'hui c'est compliqué donc d'arriver au métier de coureur au large, que ce soit préparateur ou autre. Donc nous dans l'écurie c'est pour ça qu'on s'efforce donc de pouvoir sélectionner, récupérer des jeunes et derrière leur donner la possibilité de courir et de pouvoir faire leur métier donc avec ça. Donc il y a des garçons comme Quentin avec qui on travaille depuis maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on navigue ensemble, que j'essaye de former ou de former Quentin donc, au métier de la course au large. C'est pas facile de percer dans ce métier-là, il faut avoir un peu de chance, j'en ai eu, faut savoir faire les bonnes rencontres. Voilà, j'ai eu la rencontre de Lalou
Et c'est sûr que voilà, d'être accompagné comme ça par un skipper, ça permet de progresser tout de suite vite. Donc faut rien lâcher, faire des sacrifices par moment, sûr que c'est pas toujours facile. J'ai peut-être pas vécu la même jeunesse que mes copains de l'école à l'époque, mais en tout cas je regrette rien. Donc tu t'y mets à fond et tout. Et voilà, moi j'ai la chance aujourd'hui, voilà, ce qui change c'est juste que tu trouves un peu plus de sous et du coup en plus de mettre des sous dans le bateau, t'as la chance de pouvoir te verser un salaire, c'est juste ça qui change en fait. Après l'engagement et la motivation, il reste le même quoi. En voile, quand tu fais un choix, peut-être que pendant une journée il va pas être bon, mais voilà, faut attendre, c'est un peu comme aux échecs. Sauf que là, voilà, la transat elle fait 15 jours, donc il va falloir réussir à être patient par moment et on va voir comment ça se passe. Après sur l'eau, donc on va se croiser principalement, donc toutes les 2 heures on change de quart. Et voilà, pendant les changements de quart, c'est là où il faut redonner les consignes de ce qui se passe sur l'eau et comment faire et tout. Et voilà, après la Lou d'abord, il aime bien cuisiner. Faire chauffer de l'eau et faire des bons lyophiles. Mais du coup voilà, hâte de voir comment ça se passe, ça va arriver très vite. Si j'avais un conseil à donner à un jeune aujourd'hui pour appréhender la course au large, c'est de toute façon de se faire une mini. Parce que c'est vraiment, quand on parle du bac de la course au large, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi je l'ai faite donc en 85, en même temps que Yves Parlier, et cette mini transat, ça permet de gérer un projet, de gérer un budget, de gérer un bateau, donc que ce soit en construction, que ce soit en préparation. Donc derrière, partir seul sur l'Atlantique, sans communication, c'est pas anodin. Donc savoir aussi ce qu'on a dans le ventre et si on a envie donc réellement d'en faire son métier ou si c'était qu'un rêve quelque part quoi. Et donc voilà, donc de commencer déjà par la mini, je pense que ça peut être une très très belle école. Et si tu veux derrière, donc les écuries professionnelles, quand tu as fait une mini, tu ne regardes plus de la même façon. Donc savent très bien quelles sont les phases par lesquelles tu es passé. Et donc voilà, commencer par une mini transat, je pense que ça peut être vraiment quelque chose de formateur, extrêmement formateur pour un jeune qui voudrait apprendre ce métier. C'est un binôme voilà, qui va faire en sorte que le bateau va pouvoir gagner. C'est pas une performance individuelle. Donc on est très complémentaires avec la Lou, on se parle pas beaucoup, mais voilà, quand il y a des manœuvres à faire, on sait dans quel ordre on peut les faire. Voilà. Assez naturellement, en fait, ça va être lui ou moi qui va faire certaines choses d'abord. Enfin, on ne pose pas trop de questions et après voilà, il y a un roulement toutes les 2 heures de celui qui a vraiment la barre entre les mains et le skippage du bateau quoi. En fait voilà, on est 2 skippers quoi. Être skipper, c'était pas quelque chose c'était pas métier, on n'en vivait pas. Par contre, effectivement, c'était un rêve. Et il se trouve que voilà, donc au bout d'un certain nombre d'années, ça s'est réalisé. Mais tu vois, tout petit, je faisais des bateaux, j'en ai toujours fait. Avec mon grand-père, on chépait des bateaux en bois. Enfin, voilà, donc l'univers maritime, les bateaux, c'est quelque chose qui m'a toujours fondamentalement interpellé et intéressé et avec lequel j'ai eu toujours tout de suite du feeling. C'était un véritable plaisir d'avoir été au Verdon-sur-Mer avec eux, ça c'est certain. On passe toujours du côté de Nouvelle-Aquitaine avec un skipper qui vient de La Rochelle. Ce skipper c'est Aymeric Chapelier et lui et Sam Goodchild ont fini 3e à la Transat Jacques Vabre. C'est tout de suite. Là on est à Sainte-Marie, sur l'île de Ré, à 2 encablures de La Rochelle qui est derrière nous, et sur une petite plage qui est tranquille, hors saison, avec une vue assez dingue sur l'île de Léron, Fort Boyard et l'île d'Aix. Et j'ai passé beaucoup de temps ici, beaucoup d'années. C'est sur cette plage-là que je révisais mon bac au mois de juin ou au mois de mai
il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, donc c'est un endroit que j'apprécie. Et en fait, ma grand-mère habitait sur l'île de Ré, mais de l'autre côté, à la flotte. Donc ouais, effectivement, l'île de Ré a toujours été bien présent chez moi. En fait, j'ai commencé à naviguer, c'était mes parents qui construisaient un bateau. J'ai appris à marcher sur un bateau. Donc c'est peut-être un peu pour ça que c'est un peu naturel chez moi aujourd'hui. Mais non, j'ai tout de suite accroché. En fait, j'avais déjà un peu cette passion, ou en tout cas cette attirance. Après, effectivement, au début, on découvre un peu la voile l'été sur les petits bateaux, optimiste, Kata, il fait beau, c'est super, on peut dessaler, c'est génial. Et puis après, quand on commence à attaquer effectivement on appelle ça l'école de sport, où en fait on se retrouve à naviguer toute l'année, même en hiver, effectivement, on a perdu quelques enfants au passage. Il y en a qui restent pas très longtemps. Quand on commence à voir les pieds gelés et les tempêtes et tout ça, hivernal, c'est vrai qu'il y a un peu de personnes qui lâchent les bras. Mais non, moi ça ne m'a pas découragé, au contraire, ça m'a encore plus motivé pour continuer. Marin, ouais, toujours eu envie d'aller faire, ancré depuis tout petit, la mini transat. C'était un truc, mon père avait tenté de la faire en 79 et après en 81, il avait coulé en 79 et son bateau n'était pas arrivé au départ en 81. Donc ouais, ce challenge mini, un petit bateau, une seule personne, un océan, sans communication. Donc ouais, c'était un challenge que je m'étais un peu mis quelque part dans la tête. Après, ouais, j'avais d'autres passions, vraiment la passion, vraiment une grosse passion pour la mer en général. Un ami d'enfance qui avait fait la mini l'année avant, Fabien Després, qui était navigué sur le 617. Et qui m'a dit bah tiens, viens faire un tour, ça me ferait plaisir. Et puis on a fait un tour dans la baie. C'était un moment où c'est vrai qu'il y avait 15-20 nœuds, le bateau il filait, on était allé faire un bon tour. Et puis après il m'a amené faire une course au large dans l'année. On a relié Douarnenez au Sable d'Olonne. Et là je me suis dit tiens, j'aimerais bien en faire. Et c'est là où quasiment est né mon projet Mini Transat. Et l'année après on me prêtait un bateau pour faire deux épreuves, dont la grosse épreuve c'était un aller-retour au Fastnet où j'avais jamais mis les pieds, j'avais jamais vu, juste entendu les histoires de 79, les tempêtes et un peu le mythe de ce rocher-là. Et ça a tout de suite matché avec Gaël Ledoux, qui est d'ailleurs en train de faire la mini aujourd'hui, qui était aussi originaire de La Rochelle. Et on a pris une bonne grosse tempête en arrivant au Fastnet. On était tous les deux malades, dans les creux de 4 mètres, 40 nœuds de vent sur une petite coque de noix, sur une mini 50 où les vagues, toutes les minutes, remplissaient le cockpit. Et on se demandait, assis, gros lottant, ce qu'on pouvait bien faire là, pendant quelques heures. Donc ça durait toute la nuit. Puis à 5h, 6h du matin, le jour se levait, puis tout d'un coup, le vent, il a tourné à 95 degrés et ça a molli, entre guillemets, il n'y avait plus que 22. Puis là, un peu encore, un peu hagard de la nuit passée, en train de taper sur le compteur, mais qu'est-ce qui se passe, je comprends plus là. Ah, putain, ça a molli. Et là, je fais debout, allez, c'est reparti, on balance le spi. Et c'est là que j'ai compris que finalement, le baptême du feu était passé et que j'avais accroché. Alors, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on a de la chance, c'est un peu comme on a peu d'autres sports comme ça, c'est souvent des victoires individuelles ou en équipage réduit, mais il y a un gros travail d'équipe derrière. Et le résultat, finalement, avant une course, il y a 95% du résultat qui est déjà joué. Ce qui va se jouer sur l'eau, c'est les 5% qui restent. Donc effectivement, dans ce travail, il y a la préparation du bateau, d'avoir
choisi des bons partenaires aussi, d'avoir qui ont confiance en nous, d'avoir choisi le bon bateau, le bon architecte. Et après, effectivement, il y a tout ce qui est le travail sur le bonhomme. Et ça, c'est hyper important. Donc effectivement, j'ai été suivi pendant de longues années. Alors sur la préparation physique, moi j'avais mon préparateur qui faisait physique et mentale. Je considère un peu que les deux sont souvent pas mal liés. Et après aussi, il y a une grosse préparation sur le sommeil. Donc sur la préparation mentale, effectivement, on a fait beaucoup de... Je suis assez féru de sophrologie et d'imagerie. On sait que les 48 premières heures sont assez des fois compliquées à gérer. Et puis il y a un moment aussi où on passe de la foule à la solitude. Et il y a cette espèce d'abandon et puis c'est des courses qu'on travaille dessus pour aller les réaliser tout pendant 3 ou 4 ans. Donc c'est aussi l'aboutissement de beaucoup de choses et il ne faut pas se faire submerger par l'émotion à ce moment-là, il faut rester concentré, efficace. Essayer de gérer aussi nos craintes effectivement sur les conditions à venir. Et donc ouais, on avait un gros travail pendant 3-4 jours avant l'épreuve, d'1 heure de sophrologie en déjà, à un moment, je fais s'imaginer le départ pour effectivement pouvoir profiter du moment, mais sans que l'affect et l'émotion ne nous envahissent. Savoir ce qui va se passer, voilà, on va dire au revoir à tout le monde, après ça va être le départ de la course, la tension va monter, et puis après on poursuit comme ça sur l'imagerie sur 24-48 heures pour imaginer, effectivement, on commence déjà à savoir la trajectoire qu'on va faire, la dépression qui va nous attendre. Donc là on va mettre sous telle configuration, on va passer sous un tel, il faudra être prêt, il y aura peut-être un choix difficile à faire à ce moment-là, et puis après ça va monter, donc comment le vent va monter, il va monter, on va être obligé de changer telle voile, comment je peux faire pour que ça se passe le mieux possible, il y a une manœuvre périlleuse qui va être celle-là, donc en fait on imagine et en fait quand on vient dans l'action, on l'a fait de façon naturelle, automatique et sans émotion. C'est vrai qu'on a de la chance de faire un sport incroyable. Des levées de soleil ou des levées de lune. Cette vague, ces 2 vagues incroyables, je me trouve dans la route du Rhum. Être accompagné par des milliers de dauphins. C'est vrai qu'on a quand même la chance de vivre des trucs incroyables. L'arrivée de la route du Rhum reste quand même quelque chose de marquant. L'arrivée de ma première mini transat, c'est aussi quelque chose qui est très marquant. Il y avait ma femme qui m'attendait à l'arrivée, tout ça, et dans les 2 cas. À la route du Rhum, il y avait ma femme et mon fils. Après, ouais, effectivement, les moments de gagne sont toujours, de bons résultats, sont des excellents souvenirs. Mais il y en a plein d'autres, des moments où juste tu surfes sur une vague, un ciel étoilé, la lune, la pleine lune, tu navigues à tombeau ouvert dans 25-30 nœuds de vent et puis c'est incroyable. On a la chance de voir des choses que, on va dire, que 99,9% des personnes ne verront jamais. Pour moi, il y a clairement 2 catégories. Il y a ceux qui... Comme dirait, je ne sais plus qui, il y a 3 types de catégories, il y a les vivants, les morts et les marins. Et effectivement, et c'est pour ça que c'est dur aussi sur les départs, parce que nous aussi on est terriens, on lâche notre vie de terrien pour devenir des marins pendant X semaines. Et la transition est difficile dans l'autre sens. Et oui, je pense que effectivement, les terriens qui ne sont que terriens ne vivront jamais ce qu'on arrive à vivre sur l'eau. Et du moment où on le véhicule. Et je pense qu'entre les deux, il y a aussi les montagnards, les alpinistes, où effectivement on est des sports de nature et où on est à la merci des éléments naturels et on les respecte. Pour
finir ce best-of d'Okeanos, on reste toujours en Nouvelle-Aquitaine du côté d'un skipper légendaire, un skipper qui développe des voiles de kite pour décarboner le transport au large. C'est Yves Parlier et c'est maintenant. Yves Parlier coupe la ligne d'arrivée à l'heure du goûter. Et c'est vrai, on ne parle pas la bouche pleine, surtout quand on vient de manger pendant 60 jours des algues et du poisson séché. Le quotidien, c'est quasiment être passionné du matin au soir, 7 jours sur 7, de son bateau, de comment on va l'améliorer, ou quand il est parfaitement au point, on commence à penser au suivant. Et on pense aussi à la prochaine course, sous tous ces aspects. Donc la préparation d'une course, c'est extrêmement varié. Il faut préparer le bateau. Le bateau, c'est une véritable petite ville. Le bonhomme, ça c'est aussi tout un sujet. On pense tout de suite à la préparation physique, mais il y a la préparation mentale. Et puis il y a tout ce qu'on va emmener comme vêtements, tout ce qu'on va emmener en pharmacie, tout ce qu'on va emmener en nourriture, et comment on va vivre à bord, comment on va survivre en cas de problème, et manager l'équipe qui nous entoure, s'entourer de bonnes personnes, arriver à fidéliser une équipe. Donc quelque part, il y a un rôle de manager, de fédérateur. C'est énormément d'investissement et de passion et d'amour de la mer, d'amour des bateaux. Ça m'a occupé effectivement, je dirais de l'âge de 12 ans où j'ai commencé à me passionner jusqu'à les années 2006 où là j'ai arrêté la compétition. Déjà, les invités se pressent à bord. Hélène MacArthur en tête. Entre deux, une histoire de marin. Ils ont fait ensemble la Transat Jacques Vabre en 99 sur ce bateau. J'étais équipier au tout début et j'ai énormément appris grâce à des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et puis à partir de là, j'ai fait ensuite des courses en double, comme quand j'ai fait du Hobie 418, à la fois comme équipier et à la fois comme barreur. Et ma première course en solitaire, c'était la Mini Transat. Là, ça m'a permis de rencontrer d'autres skippers professionnels, comme Lalou Rouquayrol par exemple, où on s'est entraînés ensemble. Est née une grande amitié qui perdure aujourd'hui et qui fait que de temps en temps, Lalou venait en tant qu'équipier sur les bateaux sur lesquels j'étais skipper. Et réciproquement, je me suis retrouvé équipier de Lalou où lui il était skipper. Et puis au fur et à mesure que je prenais de l'âge, j'ai eu des équipiers qui sont venus à bord et qui ont navigué, que ce soit sur Cacola, que ce soit sur Aquinnovation ou sur Médiatis Région Aquitaine. Et ces skippers aujourd'hui, c'est des gens comme Arnaud Boissière ou Yannick Bestaven ou Jean-Marie Doris qu'on retrouve au plus haut niveau aujourd'hui sur les monocoques et multicoques du monde entier. Mardi dernier, 15h, dans le golfe de Gascogne, à bord du Cacolac d'Aquitaine d'Yves Parlier. À cet instant, Vandenay et Poupons savent déjà qu'il leur faudra faire demi-tour, mais la tempête va aussi avoir raison du voilier d'Yves Parlier. J'étais très bien placé dans ce Vendée Globe et c'était pour moi l'aboutissement de 10 ans de préparation. Et d'un seul coup, le mât s'écroule en pleine nuit alors que je suis en train de réparer mon pilote automatique à l'arrière du bateau. C'est mon 3e Vendée Globe et là mes rêves de victoire s'écroulent et je suis au milieu d'une mer un peu déchaînée. Il y a eu depuis 3 jours, c'était un peu la tempête et du coup j'ai la partie haute du mât, près de 10 mètres de mât qui tape contre le bateau. Le bateau c'est un vrai chantier et il faut réagir très vite avant qu'il y ait plus de dégâts. Il y a un morceau de mât qui pilonne le pont, qui est suspendu
au bout de mât qui reste. Donc d'un seul coup, c'est un peu le chantier de l'apocalypse. Le plus mémorable, peut-être je vais vous raconter l'histoire de mon premier Vendée Globe sur Cacolac d'Aquitaine, où là j'avais eu des problèmes quand je suis reparti en pleine tempête des Sables d'Olonne, et le fond de mon bateau s'est cassé ça tenait pendant tout le Vendée Globe, ça a tenu et j'ai renforcé, mais arrivé à la remontée dans les alizés du nord-est, le fond du bateau s'est vraiment cassé complètement. Là, il y a eu une voie d'eau énorme et tout l'avant du bateau s'est retrouvé inondé. Et j'ai dû donc reculer tous mes poids à l'extérieur, à l'arrière. Et pendant ce temps-là, il y a eu un rorqual, une baleine de 20 mètres de long, qui a suivi le bateau. Le bateau avançait doucement, mais la baleine m'a suivi pendant 48 heures. À un moment donné, j'ai plongé pour aller voir sous le bateau comment ça se passait pour imaginer une réparation. Et la baleine regardait là comme le Saint-Bernard des mers. Et quand j'ai eu réparé, ce rorqual est acquitté, mais pendant 48 heures, il m'a tenu compagnie comme c'était un soutien psychologique formidable. Parlier, dans la catégorie des monocoques, c'est le roi de la jungle. C'est le Tarzan des mers qui a remporté les 5 courses transatlantiques auxquelles il a participé. Parlier vainqueur, n'oublie pas Gauthier, son second. Un second qui a terminé tout près du premier, jusqu'au bout. Le premier a eu peur du second. Je navigue encore et j'espère naviguer bientôt à nouveau sur mon catamaran avec les ailes de kite. On prévoit de faire une double tracée atlantique en 2003 avec ce bateau. Donc là, ça va être un challenge énorme avec nos systèmes de kite de traction. Donc pour nous, ça va être un grand pas en avant sur la maîtrise de ces voiles-là. Donc on prépare ça tous les jours aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode d'Océanos. Tous les longs formats que vous venez de voir sont d'ores et déjà disponibles sur la chaîne Océanos. Vous pouvez également les retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre page Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode, cette fois-ci consacré à la glisse. Bonne journée à tous.